investis, les anciens communistes, les abstentionnistes convaincus, tous ceux qui ne comptent pas pour les hommes politiques, à voter pour moi, à s'inscrire dans leur mairie et à colporter les nouvelles. Tous les parasites, les faiseurs de pâte à roulettes, c'est des mecs qui, comme moi, sont consommateurs de politique. Donc je veux que ces gens-là, une fois pour toutes, sachent qu'ils existent et qu'ils ont une voix et qu'ils sont nombreux. Pour la carrière, quand nos aînés n'y seront plus, nous y trouverons leur poussière et la trace de leur vertu. Ouais, parce que je ne me présente pas avec un programme, je ne demande pas à être élu. Faut être bien comme ça. Ça va? On dit que c'est bon? Je peux y aller? Je vous remercie bien. Bonjour. Bah écoutez, nous sommes maintenant en direct. Nous allons donc commencer l'émission Point Critique. Alors Point Critique, c'est une émission un peu spéciale aujourd'hui, car nous avons des gens de Facebook. Donc n'hésitez pas à venir à l'émission de radio si vous avez envie de parler de votre projet, votre coup de cœur ou de coup de gueule. N'hésitez pas aussi à venir partager notre émission de radio qui sera diffusée là. On va la podcaster dans pas longtemps. Donc sur la page Facebook Point Critique, POINGS, critique au pluriel. Donc voilà, donc moi c'est Camille, je laisse la parole à Alain qui va présenter nos invités d'aujourd'hui. Bonjour à tout le monde. Alors, aujourd'hui, nous avons 3 invités. Nous avons Saadia. Bonjour. Bonjour. Nous avons Sylvie Calais. Bonjour à toi. Bonjour. Sylvie. Et nous avons Cyril de l'association Ezenia. Bonjour. Voilà. Alors, nous avons donc ces 3 invités-là et je vais commencer par toi, Saadia. Oui. Tu es d'origine afghane. Oui, et ça fait je suis d'Afghanistan. Je suis arrivée en 91 de Kaboul, en France. Voilà. Suite à la guerre, enfin voilà, j'ai perdu mes parents et comme je me retrouvais toute seule sans frères et sœurs, donc je suis partie parce que j'ai un oncle que je connaissais pas encore en France, donc du coup je suis partie à l'âge de 15 ans toute seule pour arriver ici, et pour prendre l'avion toute seule, j'ai avancé mon âge, j'ai payé pour qu'on avance mon âge de 15 à 18 ans sur mes papiers du coup, et j'ai pu voyager toute seule. Donc voilà. D'accord. Et du coup, quelle était quand tu es arrivé en fait en France, du coup tu es arrivé à 16 ans, tu disais 15 ans. J'avais 15 ans. 15 ans, J'avais 15 ans. Voilà, je suis arrivée toute seule parce que j'ai perdu tout le monde en Afghanistan. Et je suis arrivée en France chez un oncle que je connaissais pas, et du coup j'ai appris la langue française, je me suis adaptée à la culture, et pour partir toute seule, du coup j'ai avancé mon âge de 3 ans en fait, parce qu'on pouvait payer en Afghanistan la mairie. Voilà, donc du coup j'ai avancé de 3 ans mon âge pour pouvoir partir toute seule parce que j'avais pas bien le choix. Et donc voilà, je suis arrivée à Chalon-sur-Saône, en Saône-et-Loire, et après je suis arrivée sur Lyon quand j'ai fait mon école d'aide-soignante. Voilà. D'accord, ok. Et du coup, tu es arrivée, tu as fait aide-soignante Au fait, je suis arrivée, j'étais en première en Afghanistan, et donc du coup ici en France, comme je parlais pas du tout la langue française, on m'a pris en 4e. Donc j'ai fait qu'une petite un mois, on va dire, ou 1 mois ou 2 mois de 4e, et après j'ai fait 3e directement parce que je savais mieux parler le français. De classe d'accueil, quoi. Voilà. D'accord. Voilà, c'est ce qu'on appelle les classes d'accueil dans les collèges. Voilà. T'as été à quel collège? J'étais au lycée Le Devoir. Lycée Le Devoir. Voilà, à Chalon-sur-Saône, voilà. Et donc du coup j'ai eu mon brevet des collèges. J'étais bien fière au bout d'1 an. Et après, j'ai décidé de faire une école au plus vite travailler déjà. Voilà, parce que j'avais appris que j'étais adoptée par les parents que j'avais perdus en Afghanistan. Enfin bref, c'était une histoire assez dingue que d'ailleurs j'ai écrit sur un blog qui s'appelle Il était une fois moi là-bas, et que je voulais d'ailleurs publier au fait en livre,
Mais bon, je participe déjà à un livre qui s'appelle Femmes d'ici et cuisine d'ailleurs de l'association VRAC, vers un réseau d'achat commun, où on va chercher la nourriture bio et locaux chez les producteurs et on les amène directement chez les habitants. Donc ça coûte beaucoup moins cher que dans les grandes surfaces bio, et puis aussi tout ce qui est Satoris et La Vie Claire. Et du coup, je participe à ce livre-là qui sort au mois d'octobre chez Albin Michel. D'accord. On est 20 femmes, 15 femmes à peu près, où on parle de notre histoire et de notre recette familiale. Voilà, et j'espère un jour sortir mon livre à moi, qui s'appellera Kaboulion Kitchen. Voilà, Kaboulion Kitchen, parce que je suis de Kaboul, j'habite à Lyon. Et Kitchen, parce que je cuisine, voilà. D'accord. Et en fait, aujourd'hui, ton activité principale, c'est la cuisine. Ah oui, alors du coup, aujourd'hui, voilà, quand j'ai fait l'école d'aide-soignante, du coup, sur Lyon, et j'ai travaillé pendant 19 ans à l'hôpital du Vinatier en tant qu'aide-soignante en psychiatrie adulte. Et du coup, comme la manière du soin, comme ça se passe en ce moment, ça me plaisait plus. Voilà, moi j'ai appris à accompagner les patients dans le soin jusqu'à leur réinsertion professionnelle et tout ça, même reprendre le bus, parce que c'est vrai que quand on est hospitalisé pendant plusieurs mois, on perd un peu toutes ces notions. Et malheureusement maintenant, de nos jours, on peut plus faire ce genre de choses à l'hôpital. C'est pour moi, personnellement, et puis même pour pas mal de gens, on pense que c'est vraiment du chiffre, en fait. Les gens, ça rentre, ça sort, ça fait du chiffre. Mais on fait plus vraiment attention à ce qui était vraiment le soin. Voilà, et l'écoute des gens malades et tout ça. Donc du coup, ça me convenait plus. Et j'ai demandé une reconversion professionnelle qui m'a été accordée pour faire l'école passer le titre professionnel de cuisinier. Que je l'ai eu en novembre dernier, l'année dernière. Donc à 40 ans, j'ai tout changé. Et du coup, là, je suis cuisinière et l'hôpital du Vinatier a voulu que je revienne dans le service de soins après ma reconversion, chose que je voulais plus. Donc j'ai demandé une disponibilité et je suis partie. Je cuisine à droite à gauche et je rencontre un bon monde et voilà et je suis contente. J'avais envie de te poser deux questions qui me semblaient intéressantes quand je vois ton parcours et quand je vois l'évolution de ce que tu as bien pu aussi vouloir coucher aussi sur le blog et sur ta vie. J'avais envie de te poser la question sur la cuisine, la façon de revenir vers la cuisine. Tu disais que tu fais de la cuisine afghane et lyonnaise. Oui, les deux, parce que voilà, je mélange les deux saveurs en fait. C'est une manière de retourner un peu dans ton pays, un peu vers tes origines. Oui, parce que j'aime bien la cuisine afghane, j'aime beaucoup la cuisine française parce qu'elle est très très bonne. Et donc j'ai testé les mélanges des deux, par exemple des glaçages au vin, des choses comme ça qu'en Afghanistan on fait pas forcément. Et c'est vrai que les mélanges des deux saveurs, c'est vraiment excellent. Ouais, c'est vraiment excellent. C'est un vrai mélange. Mélange de culture en fait, et de cuisine et de saveurs. Exactement. Et sur l'autre partie j'allais dire de ton parcours plutôt d'écriture parce que tu t'es mise à écrire ton blog, tu t'es mise à écrire ta vie. Oui. Et quand on voit ton blog, il y a beaucoup d'articles. Je sais plus combien d'articles tu as écrit particulièrement, et en plus tu participes aussi à des livres et tu as un projet aussi de faire un livre. Oui. Tu as mentionné juste avant. Comment tu vois cette écriture-là? Tu vois ça comme un témoignage de ta vie ou une sorte d'exutoire par rapport à ta vie? Non, c'était un témoignage. J'avais envie de partager ce que j'ai vécu. En fait, je peux pas te dire exactement ce qui s'est passé à mes 40 ans. Voilà, je voulais écrire toute ma vie, tout le parcours que j'avais vécu. Ça me faisait déjà du bien à moi parce que voilà, je voulais déjà changer un peu le regard des gens sur les Afghans, l'Afghanistan, parce que les gens croient que on est tous des bonnes femmes quadrillagées, enfermées ou je sais pas comment, et on est tous des talibans ou je sais pas. Mais en fin de compte, non, moi j'ai bien vécu là-bas mes 15 premières années, j'étais
pas du tout voilée. Je suis allée à l'école et voilà là où j'en suis aujourd'hui. J'ai changé le regard des gens et puis surtout aussi montrer qu'en Afghanistan il y avait autre chose, il y avait une culture, il y a des gens quand même qui sont intéressants et qui sont ouverts et qui savent faire bien d'autres choses que ce qu'on entend dans les médias de nos jours où les gens ont peur maintenant de tout et n'importe quoi. Voilà, donc je voulais changer ce regard-là et puis aussi de montrer que il y a des gens effectivement qui s'en sortent pas, mais il y a aussi des gens qui s'en sortent. Voilà, malgré un vécu assez complexe et bien dur, on y arrive. On y arrive toujours quand on veut et quand on a la volonté, on y arrive. Voilà. C'est un témoignage qui est intéressant parce que effectivement ça change un peu le regard qu'on peut avoir par rapport à l'Afghanistan qu'on ne connaît que par les actualités. Voilà. Le 11 septembre, la guerre en Afghanistan, et puis bien avant aussi l'invasion russe. Exactement. Et donc effectivement c'est un parcours qui est très prenant. J'allais dire un petit peu dans la lignée de Marjane Satrapi, sur la côté de l'Iran, mais ça pose un petit peu ce même style de parcours de personnes qui ont vécu dans ce pays, qui viennent en Europe. Bien sûr. Fuir la guerre, pour fuir des événements particulièrement douloureux, et qui après font un témoignage aussi de leur pays, et font aussi vivre aussi leur pays de la manière qu'ils l'ont vécu en fait. Exactement. Puis ça change au fait le regard des gens. Moi je vois avec ceux que je discute, avec qui je parle, ils voient bien que l'Afghanistan c'est pas que la guerre quoi. Et effectivement, ils disent eux que oui, on voit que les bombes exploser, on voit que le sang et compagnie à la télé, mais la télé, les médias, ils peuvent aussi montrer les côtés positifs. Et d'ailleurs, je vous remercie parce que vous êtes là d'ailleurs pour partager ce témoignage qui me tient à cœur parce que voilà, c'est voilà. C'est vrai qu'à Lyon, moi j'ai connu l'Afghanistan par une association qui avait un lieu qui s'appelait Tétard de Katmandou, puis après l'association Goldchain, qui est sur les pentes de la Croix-Rousse. Et c'est vrai que on a en fait une autre vision, du coup un peu plus culturelle et très riche de ce qu'est l'Afghanistan. Sur des photographies, sur des expositions qui pouvaient se faire et puis des concerts. Bien sûr. Et puis aussi c'est très riche aussi parce qu'il y a aussi des cinéastes aussi qui ont parlé de l'Afghanistan un peu différemment. Oui. Je pense au Cerf-Volant de Kaboul. Oui, les Cerfs-Volants de Kaboul. Oui, c'est vrai. C'est un film qui est dur, mais oui, c'est vrai. Mais c'est vrai que j'ai le Tétard de Katmandou, je connais. Et puis l'Afghanistan, c'est vrai qu'avant c'était un peu la route de la soie, au fait. Donc les gens y venaient dans les années 70, entre 70 76. Il y avait énormément de personnes qui passaient en Afghanistan, les étrangers, qui venaient manger chez les habitants, voilà. Avec du coup, alors on va passer plutôt à Sylvie maintenant. J'avais envie de faire le lien en fait avec tes projets d'écriture, parce que Sylvie elle vient là aussi pour présenter des projets d'écriture. Bien sûr. Donc tes prochaines échéances, j'allais dire, d'écriture. Au fait, alors les prochains, c'est que mon blog se transforme en livre. Parce qu'au fait, je suis allée au Salon du Livre de Paris l'année dernière, le 19 et le 20 mars. J'ai rencontré énormément d'éditeurs qui étaient intéressés par le projet. Mais malheureusement, on m'a demandé de séparer au fait ce qui était recette du récit. Parce que j'ai dit pourquoi ? Parce qu'on m'a dit qu'au fait, on savait pas où le mettre dans une bibliothèque, enfin dans une librairie. On sait pas s'il faut le mettre dans les récits, est-ce qu'il faut les mettre dans les recettes. Et donc du coup moi je ne veux pas le séparer. Ça me paraît, l'excuse me paraît comme un peu, c'est énorme. Bref. Donc du coup je comprenais pas très bien que pourquoi est-ce que je sais pas, j'ai rien contre Nabila, mais allô, pourquoi elle arrive à sortir un livre, pourquoi est-ce que tous les politiciens avant d'une législation présidentielle peuvent... Et pourtant ils en font de la cuisine, les politiciens. Voilà, exactement. Mais pourquoi pas moi ? Pourquoi moi on m'acceptait pas ? Et j'allais dire, le pire c'est que les politiciens très souvent vendent très peu aussi leurs livres. Oui, puis surtout que c'est pas eux qui écrivent. C'est pas eux qui écrivent, c'est les écrivains qui écrivent pour eux. Je crois que j'avais entendu, que le dernier livre de Nadine Morano c'était vendu à 29 exemplaires. D'accord, C'était assez rigolo. Mais c'est vrai que il y a une vraie question sur la question de
comment on publie, qui publie, quelle est la possibilité de publier en France. Il y a la possibilité de publier à compte d'auteur ou publier en éditeur, mais c'est vrai que c'est difficile de s'y retrouver là-dedans. Et puis surtout qu'en plus, moi, ce qui m'énerve un peu, c'est qu'au fait, maintenant, les livres, on le fait, il faut que ça soit rentable. Il faut que ça soit vendu. Mais au fait, on s'en fiche complètement de l'histoire. On s'en fiche de ce qu'il y a dedans. Il faut que ça soit vendu. Il faut que ça fasse le buzz. Il faut que ça fasse le premier truc. Il faut que ça rentre dans une case marketing. Et voilà, exactement. Et moi, j'en ai marre d'entendre ça. Et c'est vrai que toi, du coup, tu as été dans 2 cases différentes. Voilà. Qui sont différentes, peut-être trop éloignées, j'allais dire, dans les rayonnages. Oui. Peut-être que tu es au fond du magasin pour l'Afghanistan et peut-être que tu es devant pour la cuisine. Voilà. Et ça fait un très beau cadeau pour la fête des mères, pour le Noël, le livre de cuisine. Et peut-être que le livre culturel sur l'Afghanistan est un peu oublié. Pourtant, il existe un livre, j'ai plus le titre en tête, un livre africain où on a justement un récit. À chaque fin de chapitre, on a une recette de cuisine. D'accord. C'est des concepts qui peuvent exister quand même. Oui, ça existe. Alors il faudra me donner le nom des éditeurs de retrouver. Ah oui, je veux bien. En fait, cette question sur les livres, sur les publications, sur qu'est-ce qui est possible d'être publié ou pas, moi ça m'a posé cette question-là en préparant l'émission sur la condition littéraire, une condition des écrivains et quel est vraiment le niveau de vie des écrivains, comment on peut en vivre quand on est écrivain, quand on a cette passion-là de l'écriture. Et j'avais envie de vous faire partager cette petite note de lecture d'un livre de Bernard Lahire qui s'appelle La condition littéraire, qui a été publié en 2006 aux éditions La Découverte. Et c'est un livre qui date de 2006. Et en fait, c'est une étude sociologique des écrivains sur la région Rhône-Alpes. Donc c'est une étude sociologique sur plus de 500 écrivains en région Rhône-Alpes. Et l'étude a voulu essayer de travailler assez finement sur qui étaient les écrivains en région Rhône-Alpes, comment ils en vivaient, et est-ce que c'était des ouvriers qui écrivaient, est-ce que c'était des médecins qui écrivaient, est-ce que toutes ces questions-là un peu sociologiques, c'est le regard sociologique un peu avec les chiffres et les pourcentages pour savoir qui sont réellement les écrivains. Bien que les écrivains soient l'objet d'une grande attention publique, force est de constater qu'on les connaît en réalité très mal. Faute d'enquête sérieuse, on se contente bien souvent de la vision désincarnée d'un écrivain entièrement dédié à son art. Et l'on peut passer alors tranquillement à l'étude des textes littéraires en faisant abstraction de ceux qui les ont écrits. Ce livre fait apparaître la singularité de la situation des écrivains. Acteurs centraux de l'univers littéraire, ils sont pourtant les maillons économiquement les plus faibles de la chaîne que forment les différents professionnels du livre. À la différence des ouvriers, des médecins, des chercheurs ou des patrons qui passent tout leur temps de travail dans un seul univers professionnel et tirent l'essentiel de leur revenu de ce travail, la grande majorité des écrivains vivent une situation de double vie, contraints de cumuler activité littéraire et second métier. Ils alternent en permanence tant de l'écriture et tant des activités extra-littéraires rémunératrices. Pour cette raison, Bernard Lahire préfère parler de jeu plutôt que de chant, en référence à Pierre Bourdieu, pour les sociologues qui nous écoutent, ou de monde littéraire, en référence à Howard S. Baker. Pour qualifier un univers aussi faiblement institutionnalisé et professionnalisé. Loin d'être nouvelle, cette situation est de double vie, dont témoignaient Franz Kafka et le poète allemand Gottfried Benn, est pluriséculaire et structurelle. C'est à en préciser les formes, à en comprendre les raisons et à en révéler les effets sur les écrivains et leurs œuvres que cet ouvrage est consacré. Il permet de construire une sociologie des conditions pratiques d'exercice de la littérature. En matérialisant les écrivains, c'est-à-dire en mettant au jour les conditions d'existence sociale et économique, et notamment leur rapport au temps, il apparaît que ni les représentations qui se font les écrivains de leur activité, ni leurs œuvres ne sont détachables de ces différents aspects de la condition littéraire. Et donc Sylvie, Calais, qui est avec nous aujourd'hui, tu as écrit quelques livres et quelques romans en fait. Oui, effectivement, depuis 2005, j'écris une dizaine de livres. Alors on a des romans, des récits issus de témoignages, des polars humoristiques, c'est assez éclectique. Donc tu es écrivaine ou écrivain? Écrivaine, voire autrice, qui est un terme qui existait il y a quelques siècles, avant que ces messieurs de l'Académie ne le suppriment. C'est vrai que les messieurs de l'Académie ont supprimé quelques mots de la langue française. Oui. Il y a des choses à voir là-dessus. Et ça peut être un autre débat. Voilà. Et j'allais dire, comme mon texte, du coup tu es écrivaine, d'accord, ou autrice. Oui. Quelle est ta deuxième vie? Alors, je suis également animatrice d'ateliers d'écriture créative. Donc, j'ai fondé à Villefranche-sur-Saône une association Écriture et Papyrus en 2003 qui propose des ateliers et des stages d'écriture créative, qui intervient également dans le cadre de missions ponctuelles
par exemple, j'ai fait écrire les ouvrières de Lejaby à Bellegarde-sur-Valserine qui avaient été licenciées pour qu'elles composent un ouvrage qui parle à la fois de leur licenciement mais aussi de tout leur passé, leur métier, leur usine. Un texte qui s'appelle Adieu Cousette qui a été monté en théâtre. Voilà, donc j'anime ces ateliers, j'essaye de faire accoucher de la parole d'autrui, on va dire. Je suis une facilitatrice. Et puis, je suis également formatrice aux écrits professionnels dans les secteurs administratifs et le secteur médico-social pour APF Formation, Association des paralysés de France. Et rédactrice parfois quand j'ai des commandes, parce qu'il faut bien arriver à vivre de l'écriture, donc je l'explore un petit peu sous toutes ses facettes. Donc c'est une double, voire triple, voire quadruple vie en fait. Oui, en sachant que ce sont des temps très, très ponctuels à chaque fois, donc sans sécurité, sans assurance en tout cas pour l'avenir. Oui. En même temps, c'est ce qui me motive aussi, rencontrer des publics différents avec des objectifs différents. Et quel que soit le public que je rencontre, quand je suis amenée à faire écrire les gens, j'ai envie qu'ils y trouvent du plaisir. Ton actualité, en fait, c'est comment tu le vois en fait par rapport à tu m'avais dit en fait que tu vas publier ou tu as publié déjà 2 livres récemment. Récemment, j'ai publié donc Les Murs Noirs, qui est le parcours de vie des jeunes filles incurables d'aînés à Lyon. Donc j'ai rencontré des dames âgées de 80 à 95 ans qui ont été internées dans cet établissement de charité pour jeunes filles incurables, qui a changé de nom maintenant, et qui a 9 ans, 13 ans, 4 ans, et qui ont vécu toute leur vie dans cet établissement. Et le directeur a souhaité que je recueille leurs témoignages pour que tout ce passé, qui est un pan de l'histoire lyonnaise, ne disparaisse pas. Donc c'était un travail plutôt un recueil de paroles pour le coup, avec un ouvrage à la clé. J'ai eu aussi accès aux archives de l'établissement, donc j'ai essayé de mettre en lien ce que j'ai trouvé dans les archives avec la parole de ces dames. Et donc l'ouvrage s'intitule Les Murs Noirs, il est paru il y a 2 ans. Et puis le livre qui est paru cette année, c'est un roman. Là, j'ai voulu traiter le thème de la précarité du point de vue de la femme. Donc ça s'intitule Sainte Uranie, priez pour nous. C'est pas du tout religieux comme livre. Et Uranie, c'est une femme qui a une certaine pêche, qui est un petit peu décalée par rapport à la société, qui vit dans des conditions précaires, seule, avec des CDD, dans une espèce de chambre de bonne, logement de fortune, et qui va se retrouver très brutalement, j'ai essayé de rendre ça dans le livre, à la rue, sans plus de contact. Donc elle est en rupture avec sa famille, donc elle va se retrouver SDF. Et c'est vrai que quand on est une femme SDF, on cumule quand même les difficultés, puisque en plus de la misère, de la pauvreté, on est aussi une proie sexuelle. On a quand même plus de problèmes par rapport à tout ce qui concerne l'hygiène intime. Voilà. Et donc elle va essayer de s'en sortir. J'essaie que ce livre qu'il n'y ait pas trop de pathos, comme on dit dans ce livre. Elle a un certain humour acide, une certaine pêche qui va... Voilà. Mais parfois, elle baisse les bras parce que c'est dur. Et je me suis beaucoup documentée pour écrire ce livre. J'ai regardé justement des documentaires sur les femmes SDF. J'ai lu beaucoup de témoignages et j'avais envie de le traiter via un roman, puisque pour moi, écrire, c'est aussi ma façon un peu de digérer le monde et de le restituer à ma façon. Voilà. Ton activité d'écrivain, en fait, si on reprend en fait un petit peu la question de la condition d'écrivain d'une certaine manière. Oui. Toi, comment tu le vois en fait? Parce que tu disais que tu as commencé à faire tes activités d'écrivain à partir de 2005. Oui. 2003 avec la fondation de ton association. Alors, j'ai commencé par l'animation. Avant, j'ai eu un parcours vraiment en dents de scie. J'ai travaillé dans une agence de presse. J'ai eu aussi une période difficile avec beaucoup de petits boulots, seule avec 2 enfants. Il y a très longtemps dans une ancienne vie, ou pas de boulot du tout d'ailleurs. Donc je suis jamais allée à la rue, mais j'ai pu avoir peur de ça, effectivement. C'est aussi pour ça que le sujet me touchait. Et en tant qu'écrivaine, moi je suis publiée par ce qu'on appelle une petite maison d'édition, dans le sens où c'est pas une maison d'édition Capignon-sur-Rue comme Gallimard, Actes Sud.
Du coup, au niveau de la diffusion, de la communication, c'est très difficile. Les librairies n'ont pas mon livre dans leur rayon. Donc le dernier roman là, bénéficie, on va dire, d'un succès d'estime auprès des personnes avec qui je communique, parfois directement ou indirectement, mais c'est très difficile d'avoir une diffusion nationale ou de se faire connaître. Et tu es dans quelle maison d'édition? Alors, les Presses du Midi à Toulon, dans le Var. Ah oui, Presses du Midi, voilà. C'est comme assez... Oui, c'est pas tout petit, mais je veux dire, au niveau... Il faut savoir que les grandes maisons d'édition se partagent, on va dire, 80% de l'espace, au niveau de l'espace en librairie, et que les 800 plus petites maisons d'édition qui restent doivent se partager les 20% restants. Pour dire qu'un livre... Moi, j'ai la chance d'avoir un libraire à Villefranche qui est très bien, qui essaye de mettre... qui a aimé le livre aussi, qui essaye de mettre en valeur, mais ça reste... local. J'allais dire que c'est le rôle des libraires, justement, de mettre aussi des livres. Bien sûr. Bien sûr, c'est leur rôle, mais quand on les connaît pas et qu'ils nous connaissent pas, Puis en plus, c'est très difficile. Et puis, justement, comme on n'est pas chez Albin Michel, ou on n'est pas chez Gallimard, c'est assez difficile de se vendre, entre guillemets. D'autant plus que c'est pas mon métier, je sais pas très bien faire, j'avoue, de me vendre. Et toi, Cyril, t'as publié des choses déjà, non? Cyril, non. Rien du tout. Rien de rien. Enfin, j'écris pas mal, soit sur des blogs, soit sur Facebook. On écrit un peu des articles à droite à gauche. Là, avec Vincent Ducasse, qui travaille avec nous chez Zenia, qui est pas là en ce moment, mais qui est là depuis le début. On a écrit un peu à la demande des Épines Dromoises, la revue de la Frappna Drôme. Un peu un état des lieux sur le lombricompostage pour le présenter un petit peu aux gens. Parce que assez souvent les gens savent pas trop ce que c'est, mais non, j'espère pas finir écrivain. Ne le prenez pas mal, mesdames. J'ai pas l'impression de finir. Je pense que juste si j'anime des ateliers d'écriture et j'anime des stages sur l'écriture du roman, il faut aussi que moi je me frotte à l'écriture et que j'en perçoive directement aussi les difficultés. C'est important pour moi par rapport à mon activité aussi d'animatrice d'atelier d'écriture. Non mais je disais ça en plaisantant. Je sais bien. J'ai déjà un peu 6 ou 7 boulots différents. Voilà, effectivement, je m'exprime beaucoup sur pas mal de supports différents. Après voilà, heureusement qu'il y a des gens comme vous qui sont là pour le faire mieux que nous, j'aurais tendance à dire. Tout à l'heure tu parlais du livre de Vrac. Dans ce que vous dites, il y a pas mal de points communs avec ce qu'on fait chez Zenia. Vrac, c'est une structure que je connais très bien, on travaille dans les mêmes quartiers, on va aux mêmes endroits, et là effectivement le lien, dans ce que vous avez dit, chercher du lien dans ce que vous disiez tout à l'heure, c'est qu'on travaille tous avec une forme de précarité, que ce soit la nôtre ou celle des publics avec lesquels on travaille. Je voulais juste pousser un petit coup de gueule par rapport aux animateurs d'ateliers d'écriture, puisque ça revient à la mode. Les ateliers d'écriture, ça fait très longtemps que ça existe, mais ça devient à la mode. Et les grandes maisons d'édition en organisent. Alors, ils sont sûrement de qualité, ils sont très très chers. Moi, j'ai regardé les tarifs chez Gallimard. Et ce qui m'embête, l'animation d'ateliers d'écriture, pour moi, c'est un vrai métier. J'ai bénéficié d'une formation pour ça. Animer un atelier, ça me demande, comme pour une formation, beaucoup de préparation, de la documentation. Ensuite, ça me demande d'être disponible, d'avoir construit des propositions cohérentes, de gérer le groupe, de mettre en place une dynamique de groupe, d'accueillir les textes, d'accueillir les émotions qui vont avec, en sachant que je ne suis pas psy, mais il faut effectivement accueillir les émotions, puisque l'écriture touche à l'intime et l'émotion est souvent là, de faire des retours qui permettent aux gens d'avancer sans les mettre en échec. Donc, pour moi, j'ai eu cette formation initiale. Je continue d'avoir des réunions pédagogiques avec d'autres animatrices, de collègues, parce que c'est important aussi de se remettre en question, de parler aussi de nos difficultés, de voir comment chacun pourrait réagir. Et je m'insurge un peu, soit contre des fois des personnes bénévoles qui font ça sans aucune formation et de façon bénévole, ce qui nous décrédibilise. Nous, par exemple, moi, mon association n'est pas subventionnée, donc je suis bien obligée pour en vivre, parce que c'est vraiment très chronophage de demander de faire payer, on va dire, ces ateliers. Et puis je m'insurge aussi contre certains écrivains qui tablent sur leur notoriété pour intervenir, mais qui ne se sont pas du tout posé les questions qu'est-ce qu'une animation d'atelier, qui n'ont aucune formation. Alors
tous les écrivains ne sont pas des bons animateurs. Il arrive que des écrivains soient des bons animateurs, mais certains jouent simplement sur leur célébrité, leur nom. Et ça, je trouve que ça décrédibilise aussi notre métier. Mais moi, je tiens à ce qu'on dise que c'est un métier à part entière. Quand les gens vont faire des cours de théâtre, des cours de poterie, des cours de tennis, ils payent la personne qui les guide. Et c'est la même chose pour nous. On s'implique beaucoup dans ce métier-là. Et je trouve qu'il faut le faire de façon professionnelle. Voilà, je voulais Ce que tu me dis, moi, ça fait penser un petit peu à la formation des professeurs où, jusqu'à il y a quelques années, on imaginait que pour être professeur, il fallait être très très bon dans sa matière et connaître sur le bout des doigts sa matière, soit en histoire, soit en français. Et que, après, on avait l'onction divine qui nous arrivait sur le crâne pour pouvoir arriver à faire apprendre tout ça aux élèves. En fait, on s'est rendu compte qu'il y avait des compétences en pédagogie et du coup en psychologie de l'enfance qui étaient plutôt nécessaires, et donc la création des écoles qui permettaient de le faire. Les dispositifs pédagogiques et tout ça. Bien sûr. J'allais dire ce qui est parfois décrié par d'autres comme étant du pédagogisme, mais c'est la question aussi, elle est aussi là. C'est comment on arrive à faire passer son savoir, quels sont les moyens qu'on a de le faire, et les méthodes sont pas forcément. Bien sûr, c'est la transmission qui est la plus importante. Et moi, je disais comme animatrice, je me considère comme une accompagnatrice, une guide, une accoucheuse, parce que c'est vraiment. Donc, c'est important de savoir comment je vais faire pour que les personnes donnent le meilleur d'elles-mêmes, explorent des territoires inconnus au niveau de l'écriture, et toujours en y prenant du plaisir. Donc c'est important d'y réfléchir. C'est pas évident de se livrer à quelqu'un qu'on... Oui, il faut aussi établir la confiance avec moi, dans le groupe, vis-à-vis des gens eux-mêmes, parce que par rapport à soi, on n'est pas en confiance. Souvent, vis-à-vis de l'écrit, il y a beaucoup de blocages, de freins liés au scolaire, souvent. Et la peur du jugement. Donc dans les ateliers d'écriture, on n'est pas dans le jugement de valeur. On est dans la bienveillance. Moi, quand j'ai écrit le blog, vraiment, c'était... je l'ai écrit, mais je pensais pas du tout le poster, au fait. Je l'ai écrit et j'ai envoyé, et là, c'était trop tard. C'était partie publique. Bon, j'ai eu un retour assez positif de plein de gens, parce que... Donc, du coup, ça m'a rassurée, mais sinon, sur le premier coup... qu'est-ce que j'ai fait? On se jette à l'eau, quoi. Voilà, exactement. Mais bon, du coup, moi, c'est écrit vraiment façon de parler, quoi, comme je parle. Bon, c'est pas... Bien évidemment, peut-être il y a des fautes, il y a des subtilités de la langue française, comme je disais dans mon blog. Et tout L'important, ça, c'est qu'il y ait le fond. La forme, ça peut toujours se retravailler après. Oui, c'est vrai. Mais le fond, le contenu, les informations, les idées, c'est ça, l'émotion, c'est ça qui est important. Et la forme, ça se retravaille après. Moi, je trouve qu'à l'école, on fait l'inverse. On met l'accent sur l'orthographe, la grammaire. Je dis pas que c'est pas important. Mais je veux dire, si on n'a pas de contenu, de fond, s'il n'y a pas de... Voilà, c'est difficile. C'est vrai. La forme sur le fond. La forme n'est pas forcément le fond qui remonte à la surface. Ne dirait pas Victor Hugo. C'est bien cette citation, je vais la retenir. Oui, c'est vrai. La vraie citation de Victor Hugo, c'est de dire le fond, la forme et le fond qui remontent à la surface. Oui. Et moi, je préfère dire la forme n'est pas le fond qui remonte à la surface. Ne dirait pas Victor Hugo. Des fois, on a des très jolies formes, mais on a beaucoup de vide sous des phrases très belles. C'est vrai. Il faudra faire une émission pile que sur cette thématique. Le fond et la forme, je pense qu'il y a un énorme débat. Je pense qu'il y aura à dire. Pareil, c'est vrai que je vous rejoins. Quand j'animais mes cours de théâtre, c'est vrai que c'est un boulot énorme de préparation, etc. Et c'est vrai que de jouer avec l'humain, parce que là aussi au théâtre il y a le corps, les corps peuvent se toucher ou ne pas se toucher, créer une émotion, et c'est vrai que quand on touche comme ça un peu l'intime, il faut quand même être pédagogue. On peut pas faire n'importe quoi. Moi, je vois bien, il y a certains professeurs de théâtre, je ne voudrais absolument pas être leur comédien. Ils les considèrent comme des esclaves, ils les font travailler de 8h du matin jusqu'à 23h. Enfin, ils les prennent vraiment comme de la terre, et puis voilà, comme de la matière. Moi, c'est l'humain avant tout. On fait un cours de théâtre, c'est aussi pour se prouver à soi-même, mais c'est aussi pour s'amuser. D'ailleurs, on joue au théâtre, c'est le jeu. Donc, si tout de suite on n'y prend pas de plaisir, qu'on se dit merde, tiens, je vais à mon cours de théâtre comme on va au bagne. Non, mais c'est ça où je voulais aussi intervenir là-dessus. C'est vrai que l'humain, quand même,
c'est une matière noble qu'il faut respecter. C'est vrai que parfois il y a des professeurs de théâtre qui font des cours de théâtre pour leur propre projet personnel et qui font travailler leurs élèves sur leur projet personnel. Alors que effectivement, parfois, si on apprend le théâtre, on peut l'apprendre aussi en y amenant et en essayant d'être amené à s'exprimer soi-même, à exprimer des choses, à regarder tous les aspects un peu esthétiques du jeu théâtral. C'est vrai. J'avais envie de parler, du coup là on parle en fait de toutes les questions de médiation, un peu les questions de on a un savoir et puis après c'est comment on arrive à le faire passer à d'autres personnes, au public. Et toi Cyril, de l'association Esenia, vous avez un savoir, je vais dire, ce qui est un peu, pour moi en tout cas, et je pense que pour beaucoup d'autres personnes, il peut sembler exotique, mais en fait il l'est pas, mais tu vas pouvoir nous l'expliquer, sur le lombricompostage. C'est une question de lombric et de compost, et c'est exotique pour beaucoup de citadins qui vivent avec du bitume sous les pieds. Ouais, un petit peu exotique peut-être du côté urbain. En fait, ça allait pas trop. Juste sur le lombricompostage, par rapport pour faire le distinguo avec le compostage classique, pardon. C'est une méthode de retraitement de biodéchets qui permet de retraiter de la matière organique, les épluchures qui vont à la poubelle, qui sont aujourd'hui sur Lyon incinérées, et qui, grâce au fait d'élever des lombrics, permet de notamment pas émettre de mauvaises odeurs, permet également de produire des composts de très bonne qualité et qui a le gros intérêt, alors à la base c'est une technique agricole, mais ça a le gros intérêt, vous connaissez peut-être les lombricomposteurs d'appartements, en fait on peut faire ça en intérieur, ce qui n'est pas vraiment un compostage classique. Donc nous, l'asso Esenia, elle est née un peu sur la base de cette thématique. Et je disais tout à l'heure que le point commun qu'on avait tous les trois ici, là, c'est qu'on allait pas mal travailler dans les quartiers. On s'est rendu compte en fait que c'était pas forcément une thématique sexy quand vous arrivez quelque part et que vous dites aux gens je vais vous parler de vos poubelles, ça les fait pas forcément délirer. Avec des lombrics en plus. Du coup, doublé avec le fait qu'effectivement on n'avait pas beaucoup de coups de main des collectivités locales, mais je vais essayer de pas trop m'étendre, ça serait trop long, on pourra faire une émission là-dessus également. Et assez rapidement on proposait de l'animation scolaire sur la thématique. Si on parle de compostage ou de lombricompostage, il y a forcément un lien avec la vie des sols. On est venu à proposer des animations jardin, parce que du coup là on a un modèle circulaire très simple. Les gens mangent ce qu'ils ont fait pousser dans leur jardin. Au passage, ils produisent des déchets, les vers les dégradent en lombricompost et le lombricompost retourne au jardin. Ça nous a mis en relation avec pas mal de gens, notamment dans le social. Aujourd'hui, on travaille avec un peu toutes les structures sociales ou tous les bailleurs sociaux du coin, ou quasi tous. Effectivement, on est vraiment dans une logique d'économie circulaire où on se dit que, par exemple, sur les jardins, on peut arriver à faire baisser les charges des habitants en soit faisant de l'entretien participatif en espace vert, soit ce qu'on disait tout à l'heure, si vous avez 2000 mètres carrés avec un paysagiste qui passe tous les 15 jours tourne la pelouse et que vous cultivez ça avec les habitants, d'un côté vous aurez relocalisé un petit peu quelque chose, vous aurez créé du lien social, parce que les gens vont se parler à l'échelle du jardin. Aujourd'hui, on n'en est pas au stade où on crée vraiment de l'autonomie alimentaire. On a ça dans les tuyaux avec d'autres partenaires. On parlait tout à l'heure de la marmite urbaine avec qui on bosse. On parlait tout à l'heure de VRAC. Enfin, du coup, je pense que notre force à Lyon aujourd'hui, c'est qu'on se connaît tous sur ces thématiques. Aujourd'hui, on propose plein d'autres choses. On fait de la collecte d'aluminium. Après, vous pourrez aller voir ça sur le site Esenia. Il y a un peu d'infos là-dessus. On fait de la collecte de déchets informatiques aussi, puisqu'on parlait de ça aussi. Je crois que ça te touche pas mal. Parce qu'en gros, aujourd'hui, il y a des PC sous Windows qui partent à la poubelle. Ils partent pas vraiment à la poubelle. Souvent, ils partent en Afrique polluer les sols. Donc là, il y a encore du lien avec le sol. On arrive à les reconditionner sous Ubuntu et à faire en sorte que les gens puissent les utiliser. Donc moins de déchets d'un côté et une fois de plus de l'autonomie pour les habitants. Et toi, du coup, Cyril, perso, comment ça t'est venu d'arriver là quel est ton parcours perso Moi, j'ai pas mal bossé en environnement. J'ai la quarantaine là, un petit peu plus. Je vous dirai pas mon âge. Il y a en gros 20-25 ans, une grosse vingtaine d'années. Et puis je vivais dans la Drôme. Et puis ça m'a saoulé. En fait, je trouvais qu'il se passait rien, que les combats étaient des fois un peu faussés, quoi. D'ailleurs, 20 ans après, je pense un peu la même chose. En fait, à la base, je suis paysagiste, donc j'ai des déchets organiques. Et il y a une dizaine d'années, je me suis posé la question de comment retraiter ces déchets, et je me suis mis à faire du lombricompostage. J'ai cru que j'avais trouvé la poule aux odeurs, ce qui au final arrivera peut-être un jour, mais aujourd'hui c'est pas vraiment le cas. J'ai commencé à contacter un peu toutes les collectivités, donc Ville de Lyon, Grand Lyon, moi je suis de Caluire,
Autant dire qu'il se passe rien là-bas. L'ADEME, éco-emballage, des organismes comme ça, des élus à droite à gauche, en leur disant ouais, on tient un truc. Ils m'ont tous répondu avec un sourire, des réponses du type j'adore ce que vous faites, bravo, merci d'être venu, on va vous aider, quoi. Avec 5 € de subvention, c'est ça? Je crois que non, on les a même pas eu. Donc voilà, on est sur des modèles où on essaye justement de sortir de ça. Quelque part, le fait de pas avoir de subvention quand il y a des guignols comme Vauquier qui arrivent à la région et qui font du mal à toutes les assos locales. Nous, c'est vrai que ça a pas beaucoup changé nos vies. Puis on essaie de travailler sur de l'économie réelle. On a des clients qui nous payent. On touche un tout petit peu d'argent. On parlait de pédagogie tout à l'heure, du Grand Lyon, pour aller faire des animations dans les écoles. Effectivement, nous, dans l'équipe Ezenia, on essaye au niveau, on parlait tout à l'heure pédagogie. Moi, ce qui me paraît important, c'est que les gens qui aillent faire des animations avec nos gamins sachent de quoi ils parlent. Pour qu'ils sachent de quoi ils parlent, il faut au moins qu'ils l'aient déjà fait. Oui. On est dans un monde d'experts, là, où aujourd'hui, effectivement, il y a un peu de tous les modèles qui sont défendus. Mais nous, sur notre thématique, il y a quand même pas mal de structures qui sont, j'aurais tendance à dire pro-système, un petit peu pro-existant, qui sont là, en fait, qui sont un peu les garantes du fait que rien ne bouge, et qui souvent sont assez à coquiner avec le politique. Sur notre thématique, le compostage en ville, clairement, tout le monde dit ouais, c'est super. En fait, aujourd'hui, il s'est rien passé. On est sur une thématique au niveau déchets des particuliers, donc 30% du poids de ta poubelle. On est sur une thématique aujourd'hui où le Grand Lyon donne 24 650 000 € chaque année à des multinationales pour aller incinérer ces déchets, ce qui n'est pas du tout vertueux, ce qui est hors la loi, ce qui a aucun sens en fait, à part peut-être pour 2-3 multinationales. Et jusque-là, sur le compostage, ils mettaient 50 000 € par an. 24 650 000, et du coup on donnait à une asso qui s'appelle Les Compostiers, qui est un peu brinque-ballante aujourd'hui, mais je peux parler à leur place. Et en gros, là cette année, ça vient de passer à 150 000 € par an. C'est bien. C'est bien, mais c'est anecdotique par rapport aux 24 millions d'à côté. Ouais. Donc j'appelle ça du développement durable, de la communication, clairement insuffisant. Donc nous on se place vis-à-vis de ça, personne ne nous file un coup de main, on fait des propositions là, en lien avec d'autres assos. Je disais tout à l'heure qu'on se connaissait aujourd'hui tous. Quand j'écoute Sadia, elle cite des structures, tout plein que je connais. On échangeait tout à l'heure en buvant un café. L'enjeu il est là, comment on propose des projets communs. Et voilà, on essaye un peu nous sur la thématique de chat avec d'autres, avec Aremax, avec Récupé Gamel. Avec aujourd'hui sur le premier, on monte la maison de l'économie circulaire, qui va héberger notamment Zéro Déchet Lyon comme asso. On est tous un peu dans la même mouvance. Faut bien admettre que du coup, il va falloir que le politique comprenne là. Oui, il faut qu'il comprenne. J'ai un petit espoir avec le départ de Gérard Collomb. Au niveau local, au niveau national, j'ai pas beaucoup d'espoir sur ce que va faire ce gars-là. Il y a peut-être aussi une évolution des mentalités, parce que c'est vrai qu'il y a peut-être 10 ans ou 20 ans, c'est vrai le compostage, on n'était pas peut-être prêt, dans la tête à accepter qu'effectivement on puisse faire du compostage chez soi. Tu penses aussi que peut-être que là, dans les années qui vont suivre, il y a quand même beaucoup plus de gens qui commencent à se sentir concernés par le problème de la pollution, du compostage, etc. Oui, moi après, du coup, là, si tu me lances sur ce terrain-là, effectivement, j'ai pas de mal à vous avouer que je suis décroissant. Je pense qu'il faut qu'il y ait des modèles de société qui changent. Pour en revenir à ce que tu disais sur le compostage ou le non-récompostage, aujourd'hui, les gens sont au courant. Mais les gens sont au courant aussi, parce qu'il y a des assos qui bossent sur le terrain tout le temps. Et en fait, je trouve qu'elles sont globalement pas beaucoup aidées. Et voire que des fois même on lutte un peu pour que justement ça se massifie pas trop. Par contre, effectivement, dans ce que tu disais, la déconnexion politique sur ces thématiques, elle est assez flagrante, quoi. Les gens veulent faire des jardins, les gens veulent se réapproprier l'espace, les gens veulent effectivement faire du compostage ou du non-récompostage en ville. Après, le problème au niveau politique aujourd'hui, en étant des fois peut-être un peu complotiste, c'est que du coup ça les amène à se parler. Et ça, selon qui nous dirige, c'est pas toujours très bien vu. Il y a pas mal d'exemples. J'allais dire, vous menez d'une certaine manière une sorte de mission de service public sans l'être reconnu pour. Est-ce que
Du coup, tu as parlé de ta relation avec les élus, mais avec les services de la ville, je pense les services métropole, déchetterie. Quelle est votre relation avec ces gens-là qui, du coup, sont, j'allais dire, des instruments d'une politique qu'eux, ils n'ont pas décidé. Mais est-ce qu'il y a parmi votre association, je sais pas moi, des gens qui travaillent dans des déchetteries ou des personnes qui sont en lien avec ces personnes-là? Je crois qu'un peu aujourd'hui, notre force, c'est d'arriver à parler un petit peu à tout le monde. Donc autant un VP du Grand Lyon, qu'un salarié de la ville de Lyon, qu'à justement un gars qui ramasse les poubelles. Oui, bien sûr, il y a des gens qui sont convaincus dans les services qu'il faut changer de modèle. Après, à l'échelle d'une métropole comme Lyon, 1 400 000 habitants, qui est dirigée jusque-là comme elle était dirigée, enfin du coup, toi t'es de Villefranche, t'es pas loin, on est lyonnais. Voilà, le changement, c'est pas quelque chose qui les fait rêver, ces gens-là. Donc quelque part un peu on les inquiète. Oui, par contre je pense qu'on fait une mission de service public. Ça fait 10 ans que je fais ça. Je trouverais légitime à un moment que sur des thématiques déchets où ils financent systématiquement des copains, avec des gens qui ont justement pas du tout les mêmes valeurs, si la société, les habitants suivent ces valeurs-là, il faudra un moment qu'on réoriente un petit peu les budgets, quoi. Relation, association politique, dis comme moi, je te filerai du pognon. On dit pas comme eux. Et moi j'ai une question, c'est que, alors du coup, mais on faisait comme ça avant. Ah oui. Moi je sais qu'en Afghanistan par exemple, on ramassait les déchets organiques humains, on les mélangeait avec je ne sais quoi, avec de la paille et compagnie, on les remettait à la terre. Ces choses-là, ça existe. On faisait comme ça avant. Petit point d'historique sur le lombricompostage, c'est quelque chose qui a toujours existé chez nous, qui a été un peu écarté dans les années 80 au profit de l'agriculture intensive. Savoir qu'en lombricompostage, on produit du lombricompost qui permet de se passer de produits d'engrais phytosanitaires, qui va mettre en avant aussi un modèle agricole appelé agroécologique, qui va avoir moins besoin de matériel et plus de main d'œuvre, et que du coup, que ce soit en ville ou à la campagne, là, si je vous cite le nombre de lobbies qu'il y a en face de nous, en fait, ils sont tous là, quoi. Donc c'est un peu compliqué, mais oui, bien sûr, ça existait avant, et ça va réexister demain. Oui, c'était un savoir qui a peut-être été oublié. Voilà. Par exemple, si je veux faire du compostage chez moi, donc dans mon appartement ou dans le restaurant peut-être de Saga ou à Villefranche, comment je peux faire? Je crois qu'il y a des je sais pas comment on appelle ça. Des lombricomposteurs. Il y a tout type de lombricomposteurs aujourd'hui. Il y en a des petits qui sont des lombricomposteurs d'appartement que tu peux mettre chez toi. Voilà. Qui ont un intérêt pour moi pédagogique. Ça permet de montrer aux gens que ça marche. J'en vends depuis une dizaine d'années. Et effectivement, le fait que des gens utilisent ça m'a permis à un moment de dire, vous voyez, effectivement, ça marche. Je crois plus dans des volumes un petit peu plus gros. Puis d'une part, au niveau de l'investissement, au niveau de la gestion, ça va être un petit peu plus simple de faire tourner des gros volumes. On est en période de canicule. L'hiver aime pas bien quand il fait 40 degrés. Il y a un lombricomposteur, alors il y en a 2 maintenant dans le jardin des plantes, juste au-dessus, qui retraite entre 6 et 10 tonnes de déchets par an, selon les modèles. J'ai moins de problèmes avec la canicule ou le froid en hiver sur des modèles comme ça que sur des petits modèles pour particuliers. Et en plus, ils sont faits en bois, produits localement, alors que les autres modèles vont être en plastique. Donc t'as aujourd'hui des modèles d'extérieur, enfin t'as des modèles exploitation agricole, t'as des modèles d'extérieur en bois, des modèles d'intérieur petit volume pour les particuliers en plastique, et des modèles en plastique également qui sont conçus à la base sur des poubelles d'immeubles. Qui permettent d'être utilisés dans des locaux poubelles en intérieur. Tu produis 30% de déchets organiques à l'échelle d'un immeuble. Aujourd'hui, ils sont mélangés, puis collectés, incinérés, et en fait on transporte de l'eau. Tu enlèves une des 3 poubelles, tu mets un lombricomposteur où tu transformes cette poubelle en lombricomposteur, ça répond pile à ton besoin de traitement de déchets, tu collectes 30% de déchets en moins. Ouais. Les opérateurs financés à la tonne vont pas être très contents, mais c'est ce qui devrait quand même arriver. Et derrière, tu produis du lombricompost utilisable localement, soit en agriculture urbaine ou si tu le collectes périurbaine, voire en espace vert. Donc du coup là, il y a différents facteurs de relocalisation. Ça devient un engrais quoi finalement après le résultat. Ouais, ça devient un engrais. Ouais.
J'allais dire, si comme moi, t'as pas tellement le doigt vert ou la main verte, et du coup tu fais un lombricompost chez toi, de cet engrais en fait que j'ai récupéré de mon lombricompost, qu'est-ce que j'en fais du coup? C'est une question qu'on nous pose souvent et c'est l'enjeu de faire des gros volumes. Les particuliers assez souvent vont en donner à des copains qui ont des potagers ou vont épandre ça dans les espaces verts en bas. Si tu mets ça dans les haies, normalement personne ne devrait venir t'engueuler. L'enjeu justement de faire des modèles plus massifs, c'est que derrière tu peux organiser des tournées où tu vas récolter ce lombricompost. Il y a des paysans qui viennent livrer les villes en bouffe tous les jours et qui repartent à vide. Le modèle où ils repartiraient avec des engrais produits localement serait pas complètement sot. Bien au contraire. C'est un engrais tout à fait naturel, puisque c'est les lombriques qui vont décomposer les matières organiques et en faire une nouvelle matière pour mettre sur ton potager, effectivement, etc. On travaille tout le temps dans une logique où le déchet devient une ressource. Et en gros, effectivement, je sais jamais comment c'est tourné, c'est ce qu'il y a écrit sur les plaquettes Tésénia, mais il n'y a pas de déchets, juste de la matière que les gens ont sans savoir quoi en faire, alors que d'autres la cherchent sans savoir où la trouver. Là-dessus, on a des histoires d'échelle également. C'est-à-dire que du coup, si demain tu as 100 kilos de lombricompost, tu vas pas intéresser grand monde à l'échelle du quartier, ça vaudra au niveau filière, si on veut créer des filières rentables, tes 100 kilos, ils vont pas intéresser grand monde. Par contre, si tu commences à en avoir 10 tonnes sur un quartier, ça prend de la valeur commerciale. Et sur le déchet, on est vraiment tout le temps sur cette thématique-là. Et assez souvent, on paye des gens pour... donc là, les structures qui ramassent nos déchets, pour aller collecter des déchets qui ont de la valeur. Ce qui n'est pas toujours très normal. Mais... C'est vrai que c'est une économie qui est quand même assez, j'allais dire, souterraine pour le coup, qui est pas très connue des habitants et des citoyens. Cette manière en fait de gérer en fait les déchets, déjà c'est pas forcément un intérêt que les gens peuvent avoir de se dire voilà je vais m'intéresser à mes ordures. C'est un peu les rebuts, est-ce qu'on met de côté et est-ce qu'on met à la poubelle, on a envie plutôt de l'oublier et que ça soit traité par d'autres. Mais c'est vrai que c'est une véritable économie en fait et penser une économie un peu différente par rapport à une prise en charge citoyenne ou en tout cas une prise de conscience citoyenne par rapport à ces déchets, ça me semble être quand même quelque chose qui peut être intéressant en tout cas à traiter. Les élus, tu disais, ils sont intéressés ou en tout cas ils trouvent ça intéressant. Pour certains, je veux dire pour ceux qui ont une écoute par rapport à aux interlocuteurs que tu as, ils sont, mais pour le coup, ils bougent pas sur ces questions-là. Pour des questions de multinationales, pour des questions de lobby en fait, principalement, c'est ça. Ouais, les élus en fait. Moi, ce que je viens de vous expliquer, quand on va l'expliquer nous à des quartiers. Dans des quartiers ou dans des écoles à des enfants ou à des gens qu'on forme, le paysagiste du coin, ce qu'on constate c'est qu'un enfant de 8 ans est capable de comprendre ce que je viens de vous expliquer sur l'histoire de la relocalisation de la matière. Au niveau des élus, ça fait 10 ans que je fais ça, ils ont pas 8 ans. Dans les services, il y en a peut-être qui comprennent moins vite que des enfants de 8 ans, effectivement, ou alors qui veulent pas vraiment comprendre. Moi, aujourd'hui, la métropole de Lyon, il va falloir que ça s'arrête assez vite. Ce n'est pas défendable. Nous renvoie encore des signaux, des gens assez haut placés, que je ne vais pas les citer, ça n'a pas d'intérêt, dans les services, nous renvoient encore aujourd'hui que l'incinération est une bonne méthode de retraitement de déchets. Eux, ils appellent ça faire des UVE, des unités de valorisation énergétique, et sous prétexte qu'on chauffe quelques maisons en retraitant des déchets, ils trouvent que c'est une bonne méthode. En fait, c'est pas une bonne méthode, ça détruit les ressources, et du coup, ça n'a plus aucun sens. Si, les élus ont compris. On est sur, je pense qu'on est assez à leur expliquer. Et que justement on parlait de pédagogie tout à l'heure, et qu'aujourd'hui on explique assez bien, on a pris un peu de bouteille et de recul sur ces thématiques, leur modèle ne tient pas. Après voilà, il y a des gens qui sont là, pour qui les 24 650 000 euros dont je parlais tout à l'heure restent tout de même assez intéressants. Et les boîtes également dont je parlais tout à l'heure, aujourd'hui sont en train de faire de l'argent chez nous, c'est des multinationales, et en train d'essaimer les modèles en Afrique. Voire en Chine, Veolia va construire un incinérateur en Chine pour produire de l'énergie. On parle de valorisation énergétique pour faire avancer le métro. Ça doit être des budgets complètement incroyables. Sur Paris, alors que du coup toutes les alertes sont rouges, on dit il faut plus construire d'incinérateurs. Il y a les copains de Zéro Déchet France, Zéro Waste France, qui bataillent avec pas mal d'autres contre l'incinérateur d'Ivry qui va nous coûter 1 milliard d'euros.
Si on investit 1 milliard d'euros dans un incinérateur, on va pas l'arrêter 3 ans après. Ils vont nous en remettre pour 25-30 ans. Donc voilà, leurs modèles sont périmés. Je pense que globalement, ils sont au courant. Pour 1 milliard d'euros, il y a quelques lobbyistes qui doivent... Mais pour le coup, il y a des gens qui peuvent payer 1 milliard d'euros pour que ça fonctionne, quoi. Bah, c'est les habitants qui vont payer 1 milliard d'euros, hein, du coup. Enfin, il y a des gens qui peuvent les payer. Il y a des gens qui les prennent aux habitants et qui les redonnent à des gens en leur faisant croire qu'il n'y a que ce modèle-là, quoi. Pour en revenir à ce que tu disais tout à l'heure sur les déchets, alors je suis pas complètement sûr de mes chiffres, mais on parle de création d'emplois. Là, il y a un chiffre dont je suis sûr. Nous, sur le 1er arrondissement de Lyon ou sur le 4e, demain, avec budget équivalent de ce qu'on donne à ces multinationales aujourd'hui, on crée 14 emplois assez rapidement sur chaque arrondissement. Donc on est en train de bosser sur un document avec Aramax et Récupé Gamel qui s'appelle le plan B, où on pose des choses. Si on arrive à faire ça, on sera le premier acteur qui acceptera de travailler sur des déchets en étant payé à la tonne et proposant de produire moins de tonnes. Les autres aujourd'hui font pas tellement ça, malheureusement. Par rapport à cette forme de création d'emplois, je crois que par tranche de 10 000 tonnes de déchets, donc ce qui est au final pas grand chose par rapport à ce que produit une ville, mise en décharge, création d'un emploi, tri, création de 3 emplois, recyclage, 25 emplois, recyclage, réutilisation, réemploi, 25 emplois, logique zéro waste. Donc la matière a une valeur, on ne jette plus rien et on réutilise tout. On ne sait pas trop, mais ça pourrait bien être dans les 600. Ouais. Donc voilà, aujourd'hui, à un moment où il ne faut pas me dire que quand on finance des boîtes à coup de CICE, là, parce qu'elles créent 50 emplois, on est obligé de faire ça. Souvent, c'est sur des logiques complètement pro-croissance. Copinage. Ouais, copinage, avec un petit peu enfin, on est dans la logique Emmanuel Macron là, du coup. Voilà. Moi, j'attends aujourd'hui là, voilà, le truc. J'ai pas vraiment d'avis figé que, en tout cas, je défendrai publiquement aujourd'hui ce qu'il va faire ce gars-là. J'attends les élus locaux là, qui nous ont dit en fait il y a du renouvellement, il va se passer d'autres choses, parce que ça fait déjà 10 ans que je les attends, que Collomb sa manière de se comporter sur ces thématiques vis-à-vis du monde associatif, elle n'est pas tellement mieux que celle de Wauquiez en fait, et que là il va falloir qu'il se passe des choses. Les gens sont en train de s'agacer, et voilà. Est-ce qu'aujourd'hui on dit à la collectivité venez on travaille ensemble? Je suis pas en train de dire qu'on peut m'acheter, hein. Ou alors est-ce qu'on va mettre la misère dans les quartiers pour leur mettre du monde au cul? J'allais dire, il y a eu beaucoup de renouvellement à Lyon par rapport aux élections législatives. De renouvellement ? Ouais, de renouvellement, parce que j'ai l'impression que ça a été plutôt un mouvement un peu national, mais qu'à Lyon, c'était particulièrement difficile de voir du renouvellement. Si on appelle des élus socialistes ou des copains de Gérard Collomb qui finissent députés, voilà, je ne veux pas les citer, j'ai pas de haine envers ces gens-là. C'est une constatation par rapport à leur de haine envers ces gens-là. Ouais. Ils nous ont dit il va se passer des choses. Quoi qu'il arrive, il va se passer des choses. Viennent-ils les faire avec nous ? Voilà, du coup, on a une ribambelle de propositions qu'on est en train d'affiner sur 10 thématiques différentes avec d'autres assos. On pose des modèles. Question évidente aux politiques aujourd'hui, qu'on leur pose un peu tout le temps. Vous venez avec nous ou vous continuez à lutter contre des choses a priori plutôt de bon sens. Je peux laisser mon numéro, mais on le trouve assez facilement s'il y en a qui veulent m'en reparler. Oui, sur Facebook notamment. C'est comme ça que Camille a contacté un peu tout le monde aujourd'hui, hein, sur Facebook. Alors voilà, du coup on parlait de multinationales juste avant. Moi, Facebook, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup. Tu nous as présenté tout à l'heure comme étant des gens de Facebook. Non, je ne suis pas ça. Je suis mais je te l'avais déjà dit, ne me présente pas comme ça, donc je peux le dire maintenant. Non, je ne suis pas ça, je suis un acteur de terrain. Si en fait, du coup, il y a des gens qui passent leur temps à faire que parler sur Facebook, à faire dénoncer des choses, et qui par contre vont pas travailler dans les quartiers, tu vois, s'insurger, et puis tous les jours aller bosser chez Sanofi. C'est déjà mieux que tu t'insurges plutôt que tu fasses rien. Mais à un moment, voilà, dans le changement de modèle aujourd'hui, non, je ne suis pas né sur Facebook, je fais des choses, je les défends, ça m'a permis de vous rencontrer, j'en suis plutôt content, et c'est pas une finalité. Et surtout aussi, tu vas dans les écoles aussi, il me semble, pour animer. Ouais. Alors du coup, plus...
Moi, à la base, je suis animateur nature. On parlait de pédagogie tout à l'heure. Je suis paysagiste et j'ai aussi un BTS en environnement qui m'a formé en tant qu'animateur nature. On avait commencé avec Pierre Ulrich, qui est aujourd'hui salarié des ENIA, qui est membre fondateur également, à faire pas mal d'animations scolaires. C'est lui qui a repris tout ce pôle-là. Aujourd'hui, je fais plus de la formation professionnelle. On va me chercher un peu sur des projets de développement local avec plusieurs acteurs. Où il y en a un, on n'a pas beaucoup parlé, mais en compostage, vous allez avoir des déchets azotés. Tout seul, ils valent pas grand chose, enfin, on peut pas en faire grand chose. Il y a un paysagiste par ailleurs, ton voisin, qui va avoir des déchets, lui, carbonés, du bois broyé, des choses comme ça. Et on va faire un peu des recettes pour arriver à retraiter les deux, pour arriver à les donner après à des gens qui, eux, vont cultiver, pour qu'après, Saïda puisse nous faire à manger avec les déchets qui nous fait pousser. Ça marche très bien. Et voilà, les enjeux de relocalisation sont assez faramineux. Il n'y a pas d'études sur ces trucs-là, mais par contre, du coup, ça existe quand même. Ce que j'avais envie de dire juste sur Facebook et sur le terrain, mais pas pour revenir sur le sujet, mais c'est une citation j'étais une fois sur une rencontre en fait entre animateurs de terrain, donc des animateurs de gens qui sont dans les quartiers et qui sont ce qui s'appelle des animateurs de rue, d'une certaine manière, des médiateurs de rue. Oui. Et il me disait, nous le terrain au départ, historiquement, c'est la rue. On se pose dehors, on va voir les jeunes et puis on essaie de discuter, on rentre en contact avec les gens, avec les habitants. Et il disait que parfois, c'est des jeunes-là qui sortent pas beaucoup de la rue et qui restent chez eux sur leur compte Facebook et ils font des trucs sur leur Facebook. Et il disait, aujourd'hui, le terrain, c'est aussi le Facebook et c'est aussi ça. C'est une autre forme de terrain. Et que pour le coup, eux, ça leur permettait parfois d'attraper des jeunes sur Facebook et de les faire après se rencontrer dans la vie réelle, dans leur local, et qui venaient et du coup discuter. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut avoir à travailler ces réseaux-là. Puisque les jeunes ne sont plus sur Facebook, parce qu'il y a trop d'adultes maintenant. Donc ils sont sur d'autres réseaux sociaux. Et puis en fait, les réseaux sociaux se périment à une. C'est ça, oui. Surtout pour les adolescents. Et effectivement, du coup, sur Facebook, sur Twitter, c'est des trucs de vieux. Les gamins n'utilisent pas ça. Et en même temps, bon, tant pis. Voilà, il faut tout. Après, sur ce que tu disais, pour aller toucher des gens, oui, ça reste un média, reste à voir ce qu'on en fait. Oui, ça reste un outil, un outil. Oui, je pense que c'est ça, faut le penser comme un outil. Tu n'auras pas de photos de ce que j'ai mangé à midi, par exemple, ni beaucoup de photos de On est frustrés là. Tu auras du contenu politique, et effectivement, peut-être des fois des conneries, de la musique, des choses comme ça. Voilà, pour en revenir aux médiateurs de rue, ça me fait penser à une petite anecdote tout à l'heure. Ces gens-là sont faits pour créer du lien dans les quartiers. Je vais pas juger leur travail aujourd'hui, je le respecte énormément, mais on a le droit de mettre des bémols quand même. Moi, quand je travaille dans des quartiers, ces médiateurs de rue viennent me voir, ils me disent mon chef, c'est souvent le chef le problème, s'il partage pas trop ce truc-là, ou ma structure, fait en sorte que je vienne jamais au même endroit. Du coup, il y a quelques temps, un peu surpris, dans un jardin avec des gamins. Moi, le gars, il est là. Enfin, ils sont 2-3, ils sont cool, on s'entend bien. Je me dis, vas-y, cool, on monte une équipe. Et les mecs, ils te font, non, la semaine prochaine, c'est pas moi, parce que si on revient tout le temps au même endroit, après, on est trop proche des jeunes, on les connaît trop bien. Oui, c'est ça. Il y a une vraie peur, de manière hiérarchique, de la question des grands frères, tu sais, qui sont là et qui, du coup, ont tellement de liens trop proche avec les habitants, avec certains habitants, que du coup, les hiérarchies pensent que c'est des gens qui vont avoir des influences néfastes, des trafics. Mais comment établir la confiance sans lien, sans donner du lien? En fait, c'est la même histoire que les expérimentations de police de proximité. Oui. Je sais pas s'il y a un truc de la télé libre qui s'appelle Flic, un métier de chien. Moi qui me parle vraiment sur cette thématique-là. En fait, il y a un gars qui s'appelle Sarkozy, que j'espère qu'on va oublier assez vite, qui avait déclaré quand il était arrivé que les flics n'étaient pas là pour jouer au football avec les gamins du quartier. Ça m'avait aussi horrifié. À mon avis, moi, ils sont plus là pour ça que pour leur mettre des matraques dans le cul. Oui, voilà. Non, mais c'est ça. Voilà. Oui, je préfère 100 fois des flics qui travaillent. Regardez ce documentaire-là, regarde ce truc-là, tu verras à quel point ça marche. Il y a une vraie défiance envers les quartiers. On veut pas que les gens se parlent. Donc, nous, on essaye d'y aller. Et je remercie au passage, là, tu vois, les bailleurs qui travaillent avec nous, qui nous filent la main sur ce truc-là, parce que eux en ont vu l'intérêt, quoi. Il y a aujourd'hui des mairies entières qui en ont vu l'intérêt. Il va bien falloir que les gens se parlent, parce que sinon en fait on va assister à ce qu'on est en train d'assister, radicalisation d'un côté, montée des extrêmes de l'autre. Je parle bien de l'extrême droite parce que l'autre me fait pas trop peur. Guerre civile, quoi, en fait. Oui, c'est ça. Voilà. Et puis en plus, en arrivant, nous là, pour en revenir un peu à mathématiques, où dans quelques temps
ça on n'en parle pas beaucoup, mais on vient de tuer les sols agricoles, il faut qu'on change de modèle très très vite, sinon on peut en France, chez nous, dans peut-être les 10 années qui viennent, voir des famines. Là, sur l'épisode de canicule, donc lié au réchauffement climatique, lié à plein de choses, il y a des paysans qui commencent à dire que leur culture crève sur pied. Donc effectivement, il y a des problèmes. Comment on les attaque de manière collective et de manière en faisant preuve de bon sens, en emmenant tout le monde. Aujourd'hui, j'ai pas l'impression qu'on est en train d'emmener tout le monde, quoi. Enfin, notamment au niveau politique. Ce qui se passe sur le terrain va bien plus vite que ce qu'ils sont en train de faire. Mais... Ah bah oui. Ouais. C'est vrai que c'est des questions qui sont qui importent et qui imposent aussi une vision qui est pas forcément accessible à tous les citoyens, parce que dans le sens où on est, je pense qu'il y a tellement de paramètres différents. Quand t'es pas activiste sur certains sujets, mais que tu peux être juste spécialiste sur un ou deux sujets, t'as pas forcément la vision globale du truc. Et ce qu'il faut faire, c'est arriver à tous marcher dans la même direction, en fait. C'est un peu la question de l'utopie, en fait. L'utopie, c'est pas quelque chose qui est réalisable, c'est une direction vers laquelle tu vas tendre pour concentrer tous tes efforts pour y aller, en fait. Mais alors, je prends un exemple très local avec une structure que je dirais que je connais bien, peut-être pas très bien, parce que du coup j'échange avec des gens dans cette structure-là, qui s'appelle aujourd'hui la métropole de Lyon. Sur 3 thématiques différentes, à savoir l'insertion, ou le développement durable, ou l'environnement. Alors déjà, il y en a 2, pour moi, c'est les mêmes. Il y a 3 vice-présidents différents au Grand Lyon, et ils travaillent chacun dans leur colonne. Du coup, tu peux mettre aussi d'autres choses à côté, d'autres, mais là on va parler de ces 3 VP-là, que les gens devraient connaître et devraient solliciter sur des trucs. Aujourd'hui, dans les modèles qu'on défend, si ces gens-là ne travaillent pas ensemble, on peut pas sortir du truc. On peut créer de l'emploi sur de la transition environnementale dans une logique de bien commun et d'intérêt général, mais il faut qu'on arrête de financer chacun des pseudo-projets avec aucune logique économique. Et puis en plus, trois élus différents, ça veut dire que c'est 3 budgets différents, donc les élus vont se battre entre eux pour avoir un tel plus d'argent que l'autre sur tel ou tel projet, et du coup, au final, ça va nuire à l'enveloppe globale de tout le monde, puisqu'ils vont se tirer les pattes entre eux, quoi. On met de l'argent sur des micro-projets non circulaires, vraiment, qui sont créés sur des systèmes colonnaires, quoi. Ça marche pas. On a aujourd'hui quand même le retour d'expérience. On le voit bien sur des thématiques aussi très précises comme les déchets sur lesquels on travaille, quoi. Ça marche pas. Et en même temps, on continue d'investir dans des choses complètement gigantesques, l'incinérateur dont je parlais tout à l'heure, alors qu'en fait, du coup, il faut investir sur le local. Mais redonner du pouvoir citoyen, financer des gens pour qu'il se passe des choses chez eux, au passage baisser leurs charges, ouais, effectivement, ils vont se parler, quoi. Là, je suis un peu sur des projets en lien avec la prison, par exemple. Alors sans doute qu'ils vont arriver dans 2 ans, parce que voilà, administration pénitentiaire, etc. Aujourd'hui en prison, tout est mis, les budgets sont dirigés. Je discutais de ça avec un collègue hier, un autre il y a 3 jours, qui eux travaillent là-bas. Tout est mis sur la radicalisation, quoi. Donc on fait en sorte que les gens se radicalisent pas en prison. On fera en sorte qu'ils se parlent, qu'ils soient déjà pas là, parce qu'en fait du coup là je parle de la maison d'arrêt de Corba, a priori il y a un gros pourcentage des gens qui n'ont rien à faire là, donc effectivement on les met dans des systèmes où ils peuvent aller se radicaliser ou pas. Par contre en fait sur la radicalisation en prison, a priori on va te parler aujourd'hui c'était arabe et c'était une berbe, mais Julien qui fait un stage de 6 mois en prison, s'il a fait une connerie, potentiellement il peut se radicaliser pénère. Et du coup ça met en forme de gros budget. Alors du coup je vais m'arrêter là parce que je suis pas du tout spécialiste de cette thématique. Et les mecs ils te disent on arrivera à développer les gens qui sont un peu plus spécialistes de ce truc là te disent on arrivera à développer des projets communs où il y a tout, les gens se parleraient effectivement, si les gens se parlent après. Ou monter des ateliers d'écriture peut-être aussi. Moi j'ai animé des ateliers d'écriture en maison d'arrêt à Villefranche, et aussi des ateliers de sensibilisation à la lecture avec des ados quand il y avait encore des mineurs à Villefranche. Non mais c'est vrai. Mais ça fait longtemps qu'on m'a plus sollicité. C'est vrai que l'écriture, écrire c'est aussi une forme d'engagement, puis aussi... C'est une forme d'évasion aussi. D'évasion. On avait composé un beau recueil avec les détenus majeurs de la maison d'arrêt de Villefranche, un beau recueil autobiographique. Ouais, et c'était vraiment
vraiment très chouette, avec beaucoup de poésie, beaucoup d'humour aussi, beaucoup de recul. Et j'ai vraiment beaucoup aimé ce travail. Il n'y a pas une peur sur ces ateliers d'écriture-là, avec des populations qui ont des choses à dire peut-être, ou qui sont très meurtries par plein de choses. Oui. Il n'y a pas une peur sur le contenu de l'écrit, sur ce qui est dit, ce qui peut être très violent. On m'avait déconseillé, moi, d'animer des ateliers d'écriture autobiographique. On m'a dit, pour eux, il faut de la fiction. Je dis non. Tout le monde a le droit de parler de soi. Après, je pense que c'est la façon dont je l'ai amené qui a convenu a priori. Non, on a eu des très beaux moments. Effectivement, il y a eu de l'émotion, mais comme dans d'autres ateliers, de toute façon, moi, je ne faisais pas la différence. Une fois que je suis dans un atelier d'écriture, je suis dans un atelier d'écriture, quel que soit le public. J'étais pas là ni pour juger, ni pour excuser, ni pour savoir ce que les personnes, pourquoi les personnes étaient là, même si elles ont souhaité me le confier. C'était pas l'objet de mon propos. Moi, c'était voilà. Et non, au contraire, je pense que après, chacun met les limites là où il veut dans l'écriture autobiographique. On raconte ce qu'on a envie de raconter. On sait qu'il y a une lecture, qu'il y a un échange. Donc, si on n'a pas envie de transmettre ça, on l'écrit pas ou on le lit pas. Il y a aussi cette liberté-là qui est laissée. Mais c'était très fort et moi, la seule crainte que j'avais, c'est quand c'était très long pour ressortir de la maison d'arrêt, puisque parfois les surveillants ou les personnes qui gardent les portes mettaient un certain temps à m'ouvrir et prenaient un petit peu un malin plaisir à faire attendre, et qu'on a 5 sas et 5 ou 6 portes à passer pour sortir. C'est vrai qu'une fois qu'on est dehors, on respire un petit peu mieux quand même. Oui, j'imagine. Oui. Enfin, voilà. Mais j'ai pas eu de crainte de rencontrer ce public-là, parce que vraiment, je suis tombée. Et surtout, moi, ce que j'avais envie de montrer à travers cette écriture autobiographique, et puis après, j'ai écrit aussi un récit par rapport aux ados que j'ai rencontrés, c'est que ce sont des gens comme nous, comme les autres, qui ont eu une enfance comme nous, qui ont des rêves, des angoisses, qui ont des aspirations comme n'importe qui d'autre. Juste à un moment, leur chemin leur vie a un peu basculé par rapport à un acte ou à un autre. Et puis il faut voir aussi après le cercle vicieux, hein. Parce que moi j'avais une personne qui était de Saint-Étienne, qui avait un accent maghrébin, qui avait un accent stéphanois coupé au couteau, et qui n'était soutenu par personne. Du coup, c'était la galère, parce qu'en maison d'arrêt, par exemple, pour faire sa lessive, on n'a pas le droit d'étendre. Enfin, c'était une galère rien que pour rester propre et digne. Il faut payer la location des frigos, il faut payer la télé, donc il faut avoir de l'argent en prison, sinon c'est une jungle. Ouais. Et effectivement, sa femme et sa petite fille étaient restées à Saint-Étienne. Et donc, c'est les personnes avec qui il avait fait le braquage, puisqu'il était là pour un braquage, qui subvenaient aux besoins de sa famille, puisque lui ne pouvait pas. Sauf que, c'est ce qu'il m'a dit, quand je sortirai de prison, je suis obligée de rejoindre ce groupe-là, parce que je leur suis redevable. Et il dit, moi, je voudrais vraiment m'en sortir, je vois la psy en prison, mais il me dit, je peux pas, j'ai pas d'autres moyens de toute façon. Et c'est vrai que quelquefois, c'est un peu comme la politique. S'il y a des élus qui entendent ça et qui veulent rejoindre les citoyens dans l'intérêt général, ça peut être intéressant. Ne restez pas entre vous, ne restez pas seuls. Ouais, venez nous voir. C'est vrai que ce qu'on dit de la prison souvent, c'est que ça fabrique des récidivistes. Et c'est vrai que ça casse pas, en fait. Le fait d'être isolé dans un lieu, d'être isolé, d'être redevable, c'est pas une évidence. Après de la réinsertion, le fait aussi que quand on a un casier, mine de rien, c'est très dur de trouver du job. Hein. Non, mais il y a quand même des gens qui sont là, qui restent plus ou moins longtemps, mais voilà. Du coup, sur la maison d'arrêt dont on parlait tout à l'heure, ça dure de 1 mois à 5 ans. Maison d'arrêt, je crois que c'est plus court, non? Il me semble. Je crois que l'autre jour, on me disait 5 ans, c'est peut-être trop, je crois que ça a changé. Ah ouais, il me semblait que c'était plus court pour moi. Mais au final, du coup, ça pourrait quand même vraiment devenir un espèce de potentiel d'insertion et de formation professionnelle, ce truc. Après, effectivement, il faudrait changer complètement de regard sur ces gens-là. Et que peut-être que des personnes comme Sadia pourraient aussi peut-être animer des ateliers de cuisine, etc. Non, mais c'est vrai, il y a ça aussi. Je veux dire, comme tu disais, une formation, après tout, se former à la cuisine, se former à l'écriture, se former au compostage, pourquoi pas. Effectivement. Mais après, il faut qu'il y ait une volonté, puisqu'il faut une volonté du directeur de la prison, il faut qu'il y ait un budget, effectivement, pour les intervenants. Il faut aussi qu'il y ait des locaux, adaptés, mis à disposition. Moi, quand j'arrivais, je galérais pour trouver des chaises, pour trouver une table.
Enfin, des fois, je prenais un quart d'heure pour trouver de quoi nous asseoir, quoi. Donc, avec pas beaucoup de bienveillance autour. Oui, voilà. Et ça t'intéresserait, toi, Sadia, d'animer ce genre d'atelier? Ah, moi, ça me dérange absolument pas du tout. Pas du tout. Ça sera avec grand plaisir. Et j'allais dire, après, du coup, les déchets organiques, hop, dans un lombricomposteur de la prison. Eric. Voilà, ils épluchent les patates et les épluchures après deviennent de compostage. Et Sylvie écrira un poème sur la destinée des épluchures. J'y avais pas pensé. Il y a un directeur de prison qui nous écoute. Oui, voilà. Non, mais n'empêche, moi, je vais animer un atelier de cuisine pour les élèves de CE2 à l'école de la soie à Dessines. Parce qu'au fait, les élèves pensent que tout pousse à Auchan, Carrefour et compagnie, tout carré, tout beau, tout fait. Donc du coup, je vais les accompagner chez un maraîcher où on va aller faire les courses. Et après, le jeudi 29, on va animer avec eux et quelques parents qui veulent bien venir. Au centre social, on va cuisiner ensemble. On va faire des chips de légumes, des frites de légumes, des trucs comme ça. Et puis, écoute, ça sera avec grand plaisir. Si tu veux venir leur parler de compostage et compagnie, parce que moi, j'ai rencontré des élus à Dessines. Je leur ai parlé que je voudrais faire une maison autonome. Je suis au bord du canal de Jonage, pas très loin. J'aimerais bien, faire de la permaculture, traiter mes eaux grises, mes toilettes sèches et tout ça. On m'a dit, c'est magnifique comme idée. Et puis voilà, c'en est resté là. C'est beau ce que vous faites, voilà. Et c'est resté là. Et du coup, je vais quand même animer cet atelier à l'école gracieusement pour les élèves. Oui, voilà. Parce qu'il n'y a pas de budget vraiment prévu pour ça ou quoi que ce soit. Mais voilà, moi. Les budgets, c'est des choix quand même. Exactement. J'en ai un peu marre de ce retour. On n'a pas le budget. On n'a pas le budget, mais c'est cher ce que vous proposez. Moi, je travaille avec une graphiste. On compose des ouvrages ensemble. On fait vraiment des choses de qualité. Mais voilà, mais mais il n'y a pas de budget. Je trouve que c'est les choix qu'on fait ou qu'on fait pas aussi. Exactement. J'ai dit le budget est ailleurs. Le budget est ailleurs. Bien sûr. Il est là, mais il est mis au service, comme tu disais tout à l'heure. Surtout quand on voit l'importance des budgets attribués. Moi je ne demande pas d'argent public. Je demande juste à ce qu'on soit financé sur notre travail, au même titre que d'autres acteurs. Oui, bien sûr. Voilà. On va me dire il faut répondre aux appels d'offres. Je préfère pas vous raconter ici comment ça s'est passé la dernière fois qu'on a répondu à un appel d'offres, mais schématiquement, travailler dans le monde des déchets, il n'était pas pour nous, quoi. Non, mais c'est intéressant. Et donc, en fait, on va peut-être pas tarder parce que je vois à l'heure qui. Mais bon, c'est vrai qu'on passe un moment. Je voudrais juste quand même revenir à la cuisine parce que j'aime bien manger. Et en fait, il me semble que tu disais tout à l'heure quand on buvait donc un café, je racontais notre vie à 14h30. Donc, je relance aussi les personnes auditeurs, auditrices qui veulent venir, citoyens et citoyennes, si vous voulez participer donc à l'émission de radio, parler, discuter de libres sujets, évidemment. Donc, n'hésitez pas à venir. Et je crois donc lors de ce café, tu me disais que tu mélangeais donc la cuisine afghane avec lyonnaise, c'est ça? C'est-à-dire qu'en fait tu utilises des épices, tu utilises quoi? Oui, au fait, moi je mélange parce qu'au fait en Afghanistan, c'est vrai qu'on boit pas de vin, enfin on déglace pas au vin les choses, des choses comme ça. Et comme j'ai fait, j'ai passé le titre professionnel de cuisinier ici, et puis je cuisine les plats français parce que j'adore, voilà. Et c'est vrai que le mélange des deux avec les épices d'Afghanistan et le déglaçage au vin, ou alors je sais pas, mettre la cardamome dans mes recettes, je mets de la cardamome pas mal parce que c'est une épice qui sent assez bon. Je le mélange avec je concasse un peu les coussins lyonnais par exemple sur mes desserts et l'ensemble est vraiment sympa. Donc s'il y a des grands chefs lyonnais qui veulent que je vienne cuisiner dans leur cuisine un jour pour représenter l'Afghanistan, écoutez, ma page Facebook, c'est Kaboulion Kitchen. De toute façon, c'est ce que j'allais te demander, mais pour aller encore un petit peu plus loin, comment tu pourrais définir la cuisine afghane par rapport à la cuisine française? Quelles sont vraiment les différences, ou peut-être s'il y a peut-être des points communs? Comment on pourrait vraiment, si tu me parles de cuisine afghane et je te dis, tiens, c'est quoi? Tu me répondrais quoi? Alors, la cuisine afghane, déjà l'Afghanistan était envahi par pas mal d'envahisseurs quand même, donc déjà par la Grèce, par Alexandre le Grand à l'époque. Oui, il y a plusieurs
plusieurs. Voilà, exactement. Donc la Russie et tout ça. Donc du coup, c'est un mélange de tout ça, un peu. On va dire, nous on mange beaucoup du riz et au fait c'est un mélange des épices, les 4 épices et tout ça, la cardamome. Il y a beaucoup d'influence au fait de l'Asie centrale avec une petite touche méditerranéenne. Voilà. Avec le chaud-froid de la Grèce, avec comment s'appelle le yaourt, par exemple. On fait des sauces blanches avec le yaourt, l'ail, la menthe, avec des plats chauds. Donc ça fait un contraste entre les deux. Et je vous invite quand vous voulez, je vous fais à manger. D'accord. Alors est-ce que tu peux nous citer justement ton site, on peut te retrouver, Oui, bien sûr. Alors du coup j'ai une page Facebook qui est depuis pas très longtemps. Alors je suis pas très très bon là-dessus. C'est Kaboulion Kitchen. Kaboulion. Voilà, Kaboulion Kitchen. Kaboul, Kaboul avec le L en commun avec Lyon, donc la ville de Lyon. Et sinon, j'ai mon blog où j'ai écrit mon parcours qui s'appelle Il était une fois moi là-bas sur Canal Blog. Et que j'aimerais le sortir en livre un jour. Tu peux répéter encore le nom de ton blog Alors, Il était une fois moi là-bas. Une fois moi là-bas. Voilà, donc sur Canal Blog. Voilà. Et s'il y a un éditeur qui m'entend et qui voudrait que je puisse publier ce livre de récits recettes avec chaque odeur qui me rappelle les parfums de l'Afghanistan par rapport à mon vécu, écoutez, sans problème. Ça tombe bien, Sylvie. Je vais te passer aussi le mot. Donc, où est-ce qu'on peut te retrouver? Où est-ce qu'on peut voir tes romans, etc. Nous avons un site écriture sans l'accent du et écriture-du6 papyrus.com. Et donc il y a un lien vers mon site. Écriturepapyrus.com. Voilà, écriture-papyrus.com. Et il y a un lien vers mon site Sylvie Calais où il y a toute ma bibliographie visible. Et sur Facebook également. Facebook, Sylvie Calais, tout simplement. Sylvie Calais, tout simplement. C-A-2-L-E-T. C-A-2-L-E-T, merci. Et toi, Cyril, vas-y. Où est-ce qu'on peut te retrouver? J'ai mon site internet perso qui est lombriplanète.fr, le nom de ma boîte qui traite essentiellement de lombricompostage. Lombriplanète.fr. Mais pour être très honnête, il n'a pas été mis à jour depuis 2014, je crois, ce qui commence à faire... Ah oui, j'avais vu. Ouais. J'ai dû jeter les codes dans un coin, je sais plus. Et par contre, du coup, il y a plus d'infos à jour, et c'est pas vraiment les mêmes sur ce qu'on fait, sur le site ezenia.org, EISENIA.org. Ezenia, on n'est pas allé chercher le nom de l'assaut très loin, c'est le nom du verre composteur qu'on élève, et dont on parlait tout à l'heure. Ezenia.org. Voilà. Donc je m'excuse pour la petite défaillance technique, mais ça, j'ai résolu le problème, donc c'était bon. Alain, si tu as encore une ou petite dernière question, je te laisse le mot de la fin, et on se retrouve non pas la semaine prochaine, mais dans 15 jours. Ouais, voilà. Moi j'avais 2-3 petites choses en fait à dire, mais du coup c'était plus par rapport aux associations que je connais. J'ai une association que je connais qui s'appelle La Miette, dont j'en ai déjà parlé ici dans ces émissions-là. Toujours la maison des initiatives de l'engagement, du troc et de l'échange qui est à Villeurbanne. Lors des invites, en fait, on va faire, qui se déroule à Villeurbanne aujourd'hui, en fait, on fait de la cuisine japonaise. Donc venez bien vite, il y a pas mal de choses à manger, des super trucs à manger, du monde entier. Et l'association Miette fait aussi ses journées portes ouvertes le 5 juillet. Et donc ça se passe au 150 rue du 4 août 1789 à Villeurbanne, et c'est toute la journée. Voilà. Et une autre truc aussi, c'est une autre association dont je m'occupe, qui s'appelle l'association Musique Libre, qui travaille autour des musiques sur Internet et des musiques librement diffusables sur Internet. Notamment, on est en lien avec une initiative qui se déroule le 14 juillet, donc c'est assez rigolo, mais c'est un Chilien, donc il connaît absolument pas les fêtes nationales françaises, qui fait en fait une Net Label Day. Donc en gros, ce sont tous les artistes qui publient leurs œuvres sur Internet et avec des licences libres, qui font des sorties communes simultanées à ce moment-là. L'année dernière, il y avait à peu près plus de 2000 sorties de musique qui étaient sorties à ce moment-là. Cette année, ça s'annonce à peu près du même topo. Il y avait à peu près plus de 200 artistes qui avaient fait des choses comme ça. Donc voilà, c'est libre, c'est à télécharger. Tout sortira le 14 juillet de cette année-là. J'avais envie de vous remercier surtout
tous les trois. Merci à toi. Parce que tous vos trois parcours sont très intéressants. On a réussi à faire des liens entre tous vos trois parcours. Oui, c'est vrai. Je trouvais que c'était une très belle opportunité pour vous d'en parler, je pense, et pour nous, pour nous rencontrer et pour en discuter. Mais finalement, quand on cherche l'humain, on cherche le lien, et souvent le lien apparaît. Quand on s'intéresse à l'humain, on trouve souvent le lien. Exactement. Moi, pour faire encore un peu de lien, je veux bien faire une petite annonce, si je peux me permettre. Le week-end prochain, samedi 1er et dimanche 2 juillet, si je me trompe pas, il y a un rassemblement contre la 45 qui est organisé par tous les réseaux, Alternativa, etc., etc. Et je pense que c'est un lieu où il va y avoir pas mal de gens qui partagent les mêmes valeurs. Mais c'est sur quoi en fait le thème? C'est un rassemblement qui s'oppose à la construction de la 45, autoroute qui va doubler une autoroute déjà existante, tout en ravageant un peu notre environnement et finançant encore un peu des copains. Bref, je crois que le week-end prochain, c'est là-bas que ça se passe. C'est l'autoroute entre Lyon et Saint-Etienne, c'est ça, qui veulent construire. Mais il y en a déjà une en fait. Il y en a déjà une, mais d'autre côté du coup, qui passe par Givors. Là, ils veulent faire direct. En passant en détruisant quelques champs et quelques exploitations bio au passage. Voilà. Exact. Et puis moi j'avais aussi quelques petites dates à vous annoncer, je pense que vous êtes au courant, c'est le 7, 8 et 9 juillet, c'est le dialogue en humanité au parc La Tête d'Or, dialogue en humanité. Donc il y a énormément de choses qui s'y passent. Voilà, donc je vous invite à venir tous. C'est quoi, c'est dialogue en humanité, Dialogue en humanité. Le 7 et 8, c'est quoi d'ailleurs? C'est un rassemblement. C'est un rassemblement. Voilà, avec plein d'associations, plein de choses à manger, plein de débats, plein de discussions justement sur la permaculture, sur les produits locaux, sur tout ce qui se passe de bon dans le monde aussi un petit peu. Et puis il y a Hervé Morin qui est là aussi, qui sera là je crois le dimanche. Voilà. Donc ça peut être sympa. D'accord. Et toi Sylvie, le titre de ton dernier roman peut-être? Oui, je le rappelle. Alors Saint-Uranie, priez pour nous aux Presses du Midi. Aux Presses du Midi, d'accord. Pour moi donc, moi je vous dis à donc 15 jours. Et je te laisse le mot de la fin, Alain. Moi je vous dis au revoir et merci pour l'émission. Merci à vous trois, merci. Merci. Et merci à toi Alain. Pardon. Et merci à vous tous. Et du coup le mot de la fin, je sais plus ce que je voulais dire, donc je vais dire lombric. Allez. Les piétons, les arabes, les français, les chevelus, les fous, les travestis, les anciens communistes, les abstentionnistes convaincus, tous ceux qui ne comptent pas pour les hommes politiques, à voter pour moi, à s'inscrire dans leur mairie et à colporter les nouvelles. Tous les parasites, les faiseurs de pâte à roulettes, c'est des mecs qui, comme moi, sont consommateurs de politique. Donc je veux que ces gens-là, une fois pour toutes, sachent qu'ils existent et qu'ils ont une voix et qu'ils sont nombreux. Pour la carrière. Nos aînés n'y seront plus. Nous y trouverons leur poussière et la trace de leur vertu. Parce que je ne me présente pas avec un programme, je ne demande pas à être élu. Ça va? On dit que c'est bon? Je peux y aller? Je vous remercie bien.